Allez, on attaque. Bon, bonjour tout le monde. Merci d'être venu aussi nombreux à cette présentation qui me tient à cœur et qui va vous présenter comment on a utilisé les services Azure dans le cadre de la transformation du monde agricole. Avant de, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter. Donc moi, je suis Guillaume Nurdin, je travaille pour la société Selenza, dont je suis le CTO sur la partie Software Engineering. Je détaillerai un petit peu après qui on est Selenza, mais avant ça, je vais laisser Jean-Marc se présenter. Bonjour, Jean-Marc Pacholzik, Head of Data de InVivo Digital Factory. Alors, Selenza, on a un cabinet de conseil indépendant sur les technologies Microsoft. Et donc, on intervient à la fois sur des sujets de cloud platform, de software engineering et tout ce qui est data analytics, IA et sécurité. On est également un centre de formation agréé Microsoft qui s'appelle Selenza Training. Et donc, on accompagne nos clients principalement dans leur transformation numérique, comme on va le voir aujourd'hui. On a été un des premiers partenaires à obtenir les deux spécialisations que vous voyez ici, donc tout ce qui est modernisation d'applications et IA et machine learning. Et nous avons eu 2 fois le titre de Microsoft Partner of the Year en 2018 et cette année encore sur la partie Intelligent Cloud. On est présent dans toute la France, comme vous voyez sur ce découpage, avec 3 points d'ancrage. Le point d'ancrage historique à Paris, et depuis l'année dernière à Lyon et depuis cette année à Nantes. Dans ce talk, on va parler de la valorisation du travail et des pratiques des agriculteurs, donc comment, avec Azure en particulier, on a réussi à faire ça, et comment on y allait progressivement, et c'est bien tout l'objet de ce talk de parler de la progressivité. Et donc, on a Azure, sur lequel on a créé des services orientés métiers, sur lesquels on a bâti une data, à partir desquels on a pu bâtir une data platform, pour ensuite mettre de l'IA et de la blockchain. Donc là, on a tous les buzzwords du moment, mais on a une réalité concrète et très réelle que tout le monde comprend, puisque le monde agricole, finalement, c'est un sujet qui parle à tout le monde. Et donc, pour rentrer dans le détail de qu'est-ce que le monde agricole pour InVivo, je vais laisser Jean-Marc présenter le groupe. Merci Guillaume. Donc le groupe InVivo, pour ceux qui ne le connaissent pas, InVivo est un des premiers groupes agricoles européens avec différents secteurs d'activité, la vigne, la malterie, le négoce, la jardinerie et deux filières qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui, la filière blé avec la meunerie notamment et la malterie. Donc la filière orge qui est le deuxième sujet qui va nous intéresser. Le positionnement du groupe au niveau européen lui donne une position toute particulière dans la transition agricole et notamment dans son engagement au niveau de la résilience et de la durabilité des pratiques. L'étendue du groupe, c'est 38 pays, 14 000 collaborateurs. Donc, comme vous le voyez, on s'étend d'un bout à l'autre de la planète, avec une implantation en France un peu plus importante, qui est l'implantation historique du groupe à la fois InVivo et de l'ex-groupe Soufflé, qui a été racheté par le groupe InVivo. Donc avec plus de 230 silos sur toute la France, 8 malteries, 9 moulins, différents sites de production, des boulangeries industrielles, donc une implantation très forte sur notre territoire. Fort de cette implantation, le groupe porte la vision de la 3e révolution agricole voulue par notre directeur général Thierry Blandinière pour accompagner et faire progresser l'agriculture d'aujourd'hui en agriculture de demain. Pour cela, la vision, c'est de lier le RSE avec le digital. Il a confié cette mission à InVivo Digital Factory, qui est notre software factory, chargé donc d'appliquer cette politique et de distribuer tous les outils à destination de l'ensemble de la chaîne de valeur pour progresser sur ces sujets. 3 axes de transformation prioritaires: l'amélioration de l'excellence opérationnelle, l'amélioration de l'expérience client et la création de nouveaux business models. Voilà donc le contexte général
tel qu'il est positionné dans les enjeux du groupe pour accompagner la transition agricole. Pour vous resituer, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de l'agriculture, je vous ai repositionné ce schéma qui est l'écosystème des grandes cultures. On ne va pas s'intéresser à l'ensemble du périmètre in vivo, à l'ensemble de l'agriculture. On va s'intéresser à ce que l'on appelle les grandes cultures, c'est-à-dire la filière orge et la filière blé. Tout commence, et le cœur commence par une exploitation agricole. Et la première chose que l'agriculteur va avoir à faire, c'est piloter son exploitation, c'est-à-dire gérer ses approvisionnements en semences, en intrants, en équipements, en services. Tout au long de l'année, une fois le semis effectué, il va surveiller cette exploitation, il va avoir un certain nombre d'interventions à planifier ou à effectuer pour arriver jusqu'à la récolte. Ça, c'est le quotidien de l'exploitant en lui-même. Et une fois récolté, on quitte le périmètre de l'exploitation, on arrive vers ce que l'on appelle les organismes stockeurs qui vont collecter ces céréales, les négocier, et on arrivera ensuite vers les usines de première transformation, les malteries pour l'orge qui permettront donc de transformer l'orge en malt, et les meuneries pour le blé qui permettront de transformer le blé en farine, pour poursuivre ensuite vers les industries de seconde transformation, la distribution et atteindre le consommateur final. Voilà très très brièvement l'écosystème positionné. Du coup, comme on le voit, c'est un écosystème qui est relativement complexe. Donc, comment on aborde de façon générale un écosystème aussi complexe? Déjà, il faut découper en plus petits problèmes. Ces problèmes ne seront pas forcément plus simples, mais ils seront plus bornés. Et ensuite, on va pouvoir les prioriser. Et ce qui a été choisi, c'est de faire un focus en priorité, donc tout ce qui tourne autour de l'exploitation, que vous avez vu au cœur du schéma. Et puis, commencer par créer, récupérer de la donnée sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, puisqu'au départ, le monde agricole n'est pas forcément toujours bien outillé pour récupérer et fournir de la donnée. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on peut proposer une démarche d'accompagnement et progressivement construire de la valeur en se basant sur ces données. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'amélioration de l'expérience client. L'amélioration de l'expérience client commence par la digitalisation des pratiques agricoles. Donc là, on est dans l'écosystème SMAG et non pas dans la Digital Factory directement, mais qui est le premier outil déployé pour permettre à l'agriculteur de gérer l'ensemble de son exploitation sur une application qui est la partie Farm Management Software, son FMS, qui va lui permettre d'enregistrer et de tracer toute son activité. Cette activité va pouvoir être transmise derrière aux organismes stockeurs ou aux ETA, donc les entreprises de travaux agricoles avec lesquelles ils travaillent, ce qui nous permet de couvrir 20 000 exploitations sur la partie SMAG Farmer, 50 000 sur la partie Pro derrière et 400 ETA. Ces données, comme on le voit, constituent déjà deux maillons importants de la chaîne. On est de l'exploitation agricole à l'organisme stockeur. On a déjà une quantité d'informations importante et on va pouvoir commencer à organiser la traçabilité des opérations. Donc à partir de cet écosystème SMAG, Léa, etc., il y a la brique SMAG-Link qui permet de consolider l'ensemble, toujours soumis au consentement de l'agriculteur sur le partage de ces informations, mais qui va lui permettre de partager avec l'ensemble des organisations agricoles, les coopératives, son centre de gestion, ces données qui va leur permettre d'avoir directement de la data visualisation ou directement du calcul de traces, notamment pour les certifications haute valeur environnementale, directement à partir de SMAG Trace. Donc ça, c'est la première partie qui permet vraiment de digitaliser le travail quotidien de l'exploitant agricole. Alors, comme vous l'imaginez, une fois qu'il a planifié son travail, et à un moment, les agriculteurs, ils sont sur le terrain, ils sont dans leur champ. Et donc, il leur faut une application qui leur permet au quotidien de travailler, d'avoir des informations, les bons niveaux de service, donc de la météo, par exemple, des choses aussi plus pragmatiques sur les cours de l'Euronext pour vendre leurs récoltes. Et c'est à travers donc l'application Farmi qu'on a réussi à faire ça, et on va voir que c'est très important puisque c'est à la fois
un fournisseur de services et à la fois quelque chose pour collecter de la donnée, qui était, je vous rappelle, un des principaux points au départ de notre voyage. Donc là, vous le voyez, on a parlé de tout ce qui était, gestion de l'agriculture, mais il a besoin effectivement d'un certain nombre de services à côté. Ce sont les orientations de Soufflet Agriculture, accompagner les agriculteurs par le service et développer des services innovants. Donc, qui sont les deux grands enjeux qui nous ont guidés à la création de Farmy. La première étape de cette création, ça a été la création d'un écosystème de services, comme le disait Guillaume, de la météo, des actualités, c'est-à-dire beaucoup d'informations qui descendent vers l'agriculteur, des outils d'aide à la décision, prévision maladie, des conseils experts, etc. Donc c'est un premier enrichissement d'une quantité d'informations, de données qu'on met à disposition de l'agriculteur pour l'emmener dans notre écosystème. On parlait de conseils experts. La brique suivante, c'est un réseau d'observation à travers cette application. On lui met à disposition un certain nombre d'observations effectuées par nos techniciens, notre réseau d'experts agronomes ou des observatoires partenaires. L'étape supplémentaire, c'est de lui permettre à lui aussi de participer et de livrer ses propres observations, donc d'enrichir notre plateforme, ce qui permet d'améliorer la connaissance globale de l'évolution des maladies et des nuisibles sur le territoire. On avait travaillé donc sur de l'information descendante, sur de la remontée d'informations. On a aussi travaillé sur l'interaction avec le groupe, puisqu'on avait une application à disposition. On a structuré techniquement notre gestionnaire d'API pour renforcer le lien entre Farmy, l'agriculteur, et Soufflet Agriculture, pour lui permettre de gérer son compte, ses appros, etc. Comme le disait Guillaume, on a mis l'Euronext, on a l'activité de l'agriculteur, et on a fusionné les deux à un moment donné pour lui permettre d'aider l'agriculteur à optimiser ses revenus. Un certain nombre de ventes de céréales étant indexées sur les marchés, notamment sur l'Euronext. On lui permet de créer des prix, ce que l'on appelle des prix objectifs. Et en fonction de ces objectifs, une fois que l'objectif est atteint, on arrive même à de la contractualisation automatique. C'est-à-dire que si l'agriculteur veut vendre au minimum à X euros la tonne, il fixe le prix auquel il souhaite vendre. Dès que le marché Euronext atteint la valeur, le contrat est automatiquement passé. Alors comme on le voit et comme vous l'avez sûrement tous entendu, le contexte ukrainien a fait s'envoler les prix. Les marchés Euronext sont des marchés sensibles et vous comprendrez la variabilité qu'on peut avoir sur ces marchés-là. La digitalisation de la relation physique. Alors la crise du Covid nous a appris aussi des choses et nous a permis d'utiliser ce support, cette application. En fait, quand l'agriculteur livre des choses sur un silo, c'était énormément de manipulation de papier, énormément d'échanges et de contacts. On avait une application, on a digitalisé pour que l'agriculteur puisse préparer en amont sur l'application et avoir le minimum d'interaction possible au moment de la livraison en silo. Donc ça, c'est tout l'écosystème finalement qu'on crée autour de cette application, donc avec près de 10 000 bons de livraison qui ont été faits cette année sur ce mode. Donc comme quoi le Covid dans la digitalisation, a permis certaines accélérations, pas seulement l'utilisation des QR codes. On voit que là, ça nous a permis d'accélérer toute une digitalisation de process qui étaient vraiment manuels et papier à des moments critiques pour l'agriculteur, puisque c'est souvent pendant les périodes de récolte. Et puis, ça permet aussi à d'autres personnes de préparer en amont les bons de livraison et pas uniquement la personne qui livre. Techniquement, derrière, comment ça se passe? On a dit tout à l'heure dans le début de la présentation qu'on avait un ensemble de services métiers, si on voulait dire le buzzword des microservices, qui permettent d'interagir avec différents partenaires. Les fournisseurs, par exemple, de météo, les fournisseurs de sujets autour des maladies,
Et puis, chacun de ces microservices, donc c'est du full pass Azure pour, si on veut parler technique, 5 minutes. Donc des API, du SQL Database ou du Postgres, des Azure Functions, des Logic Apps qui permettent aussi d'interagir directement avec le groupe à travers des API. Et tout ça, c'est protégé, entre guillemets, ou en tout cas exposé via une APIM sur laquelle vient se connecter l'application Farmi. Et pour administrer tout ça, on se base sur la Power Platform et sur Dataverse. Voilà pour l'écosystème Farmi. Là, on voit qu'on a vraiment fait des sujets très digitaux pour les agriculteurs. Maintenant, on va passer sur une étape importante, mais peut-être pas révolutionnaire en termes de tech, qui est l'approvisionnement, puisque là, on a vu comment vendre ces céréales. Mais avant ça, il faut s'approvisionner sur divers sujets, que ce soit les semences, etc. Et donc, on va parler de farmi.com. Tout à fait. Alors, dans les leviers de digitalisation de la relation avec l'agriculteur, au-delà des services et de l'exploitation, il y a effectivement tout l'approvisionnement. Donc, le site farmi.com qui a été créé donc, comme plateforme de e-commerce. Là, comme le disait Guillaume, rien de révolutionnaire. On est sur des classiques, entre guillemets, mais qui ont le mérite d'adresser absolument tout l'écosystème de l'agriculteur, les produits phytosanitaires, les carburants, les services agricoles, le matériel et autres. Alors, farmi.com est destiné à sa relation avec Soufflet Agriculture. L'autre plateforme qui est Aladdin.farm, qui est une plateforme qui permet à chaque acteur de la chaîne de valeur, donc que ce soit les coopératives, les fournisseurs et autres, de disposer d'une plateforme et à chaque coopérative de disposer d'un site de e-commerce pour les agriculteurs et pour ces agriculteurs sociétaires. Donc qui est le deuxième levier d'approvisionnement de nos agriculteurs. Donc comme on le voit, on a créé progressivement différents services et on a à un moment atteint la maturité. Et il nous faut maintenant passer à l'échelle. Donc comment tous ces services, on va pouvoir les agréger pour rendre ça cohérent et puis essayer d'augmenter la taille et le nombre de services ainsi que de nouvelles sources de données. Et donc si je suis aujourd'hui avec Jean-Marc qui est Head of Data, c'est qu'à un moment on a créé une data platform pour servir mieux nos services et les métiers. Une data platform, alors pourquoi une data platform? C'est d'abord pour libérer tout le potentiel de l'innovation, libérer l'accès à la donnée. On le voit dans les différents usages, on a un écosystème de données qui est très varié, très hétérogène, avec des interactions qui sont aussi de plus en plus complexes et sur lesquelles on va avoir besoin de structurer une démarche, de structurer des outils pour que nos équipes puissent travailler tout ensemble. Quand je parlais de système hétérogène, on a parlé de l'agriculteur, on a parlé aussi de l'industrie de première transformation que nous représentons. En première transformation, en deuxième transformation, cela veut dire qu'on adresse des données IT, des données OT, des données IoT et des données aussi qui viennent de l'extérieur. Donc on a un écosystème de données qui est éminemment complexe, très très varié et de plus en plus difficile à gérer. Gérer des données OT, IT, créer des dashboards ou créer des modèles analytiques, des modèles prédictifs, ce sont aussi des équipes et des outils différents. Donc on s'adresse à des équipes BI comme à des équipes Data Science. Et on veut bien entendu dans une politique groupe que tout cela soit sécurisé, d'où la création d'une plateforme sur Synapse Analytics. Je suis allé un peu vite. Ok, donc on a atteint un certain niveau de maturité et on a créé une data platform grâce à laquelle on va pouvoir passer à l'échelle. Maintenant, on va pouvoir créer aussi des nouveaux services par-dessus cette data platform et en particulier pour améliorer l'excellence opérationnelle. Et le premier point, c'est la valorisation des démarches des filières. Les filières, pour rappel, c'est la filière blé ou la filière orge. Donc, comme je vous le disais au tout départ, l'engagement de la Digital Factory, c'est de porter les engagements, la politique RSE du groupe.
la responsabilité sociétale. Et pour cela, le groupe est engagé depuis de nombreuses années auprès des agriculteurs et de l'ensemble de la chaîne de valeur sur la durabilité, la qualité des pratiques. Toute cette filière, c'est ce que est regroupé sous ce logo, Semons du Sens, avec un certain nombre de cahiers des charges, de suivi des agriculteurs, de bonnes pratiques sur la préservation des sols, de l'eau, etc. Et qu'il va falloir finalement être capable de mettre en valeur. Pour le mettre en valeur, ces pratiques, le choix qui a été retenu est celui de la blockchain. Alors la blockchain, pour resituer le contexte d'utilisation que nous en faisons, nous n'avons pas choisi de faire une blockchain de traçabilité, c'est loin de nos objectifs. Ce que nous voulons, c'est valoriser des informations choisies. C'est quelles sont les attentes du consommateur et quel message, lui, il veut recevoir par rapport aux produits que nous lui livrons. Il veut avoir des produits d'origine France, il veut avoir des produits garantis sans pesticides, il ne veut pas connaître toute la traçabilité étape par étape. Ce sont des engagements, des preuves qualitatives qu'il souhaite. Pour mettre en place cette blockchain, tout le système que nous avons à adresser, puisque nous voulons adresser le consommateur final, il va falloir adresser l'agriculteur, l'organisme stockeur, les industries de première, deuxième transformation, jusqu'à la distribution dans le caddie du consommateur. L'objectif étant pour nous de raconter l'histoire du produit telle qu'elle a été prise dans les engagements qui ont été pris au niveau du groupe vis-à-vis des clients. On a donc deux filière blé et filière orge. On a choisi et on a eu à adresser deux démarches différentes. Une démarche B2C dans le cadre de la filière blé, sur laquelle on fait de la différenciation produit. On s'adresse là directement au consommateur final, puisqu'on produit notre farine, ou dans le cas des petits beurres lus, la blockchain suit jusqu'au paquet de petits beurres. Dans le cadre de la filière orge, c'est une offre de service. On n'est pas directement, le malt n'est pas directement livré au consommateur final. Il va passer dans les mains du brasseur qui va le transformer en bière. Et donc l'offre que nous avons développée, c'est une offre à destination des brasseurs qui leur permet de poursuivre la suite de la chaîne de valeur. Ce qui nous amène à quelques cas d'usage. Donc nous avons déployé cette blockchain à aujourd'hui sur, comme vous le voyez, toutes nos farines. Vous pouvez scanner les QR codes avec les lots et vous verrez les résultats. Celui-ci fonctionne. Mais je vais zapper. Hein. Je laisse le monsieur scanner. Donc cette blockchain est actuellement en production. On pourra vous réafficher après si vous voulez les QR codes. Et nous avons la même chose donc, dans la démarche de la filière orge. Nous avons développé deux modèles différents. Un modèle générique à destination des artisans brasseurs, c'est-à-dire que nous proposons une solution packagée de bout en bout, ou alors un modèle sur mesure pour les grands comptes, comme vous le voyez ici pour la 1664. Donc c'est pareil, ces modèles sont en production aujourd'hui. Alors comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on avait blockchain comme buzzword. On va essayer maintenant de placer intelligence artificielle. Donc là, on a eu un premier exemple concret d'utilisation de la blockchain pour valoriser les métiers. Maintenant, on va voir comment la data science et l'IA vont nous permettre d'améliorer l'excellence opérationnelle dans un contexte à la base peut-être pas tout à fait le plus favorable à l'intelligence artificielle, mais néanmoins on obtient de très bons résultats. Donc Jean-Marc, je te laisse passer sur cette partie de valorisation, d'amélioration de l'excellence opérationnelle. Tout à fait. Effectivement, si on parle à un head of data, il y a un petit peu d'intelligence artificielle, toujours.
L'intelligence artificielle, on a décidé de l'explorer dans le contexte de la malterie, avec plusieurs niveaux de complexité. La malterie, on est sur de l'orge, c'est donc sur un produit vivant qui va réagir différemment suivant la période de l'année, suivant ses caractéristiques, etc. Et donc on a un pilotage qui est très très dépendant de l'expérience des personnes, qui dépend de très peu de personnes. Avec un contexte data encore plus compliqué pour ceux qui font du machine learning. Des lots de malterie, on lance un lot par jour. Avec un batch par jour, ça veut dire moins de 4000 lots sur 10 ans. Ça veut dire, si on veut entraîner un modèle sur 4000 lots, en général en machine learning, on s'arrache les cheveux et on dit qu'il y en a trop peu. Et on a 1300 variables de pilotage, mais seulement 150 qui sont clés. Donc un contexte qui est compliqué pour un data scientist de se dire qu'il va devoir travailler sur un dataset où il n'a que 4000 lots différents. On a quand même relevé le challenge avec des fonctionnalités. Là, il y a une super animation. Attention. Mais elle ne veut pas se lancer. Avec des fonctionnalités qu'on a déclinées, notre premier objectif était de proposer la meilleure recette de production en optimisant les critères majeurs. Réduire la variabilité de la qualité, initier les sujets de maintenance prédictive, et ensuite on a d'autres sujets sur notre roadmap, le pilotage des mix énergétiques, estimer et corriger la qualité d'un lot tout au long de sa réalisation, alerter des dérives de process et pouvoir à la fin simuler les nouvelles conditions de production. Donc ça, ce sont nos objectifs sur le projet Intelligence artificielle malterie. Ah ben là, il n'y a pas... Le point d'avancement à aujourd'hui, c'est que notre générateur de recettes est opérationnel. Il est en cours de déploiement sur nos 26 malteries à travers le monde. Le laboratoire d'analyse intelligente qui nous permet d'analyser les causes de non-qualité est en cours de développement pour une livraison 2023. Et enfin, l'étape jumeau numérique qui nous permettra de simuler de nouvelles conditions de production suivant de nouvelles récoltes, etc., est en cours de conception. C'est moi qui continue ? Ok, donc Guillaume me laisse la conclusion de ce talk. Donc l'objectif, là, à travers ce parcours, c'était de vous illustrer le parcours qu'il faut finalement mener avant d'aboutir à des solutions blockchain, intelligence artificielle. C'est un parcours long, progressif, qui nous a amené à construire des briques de solutions sur l'ensemble de la digitalisation de nos data pour avoir au final une architecture qui nous permette de maîtriser nos données de bout en bout de la chaîne. Construire de la blockchain, ça veut dire maîtriser la donnée du producteur initial de la donnée jusqu'au producteur final. Pour cela, il a fallu constituer les bonnes équipes, à la fois techniques et fonctionnelles, et j'insiste sur le fonctionnel. C'est beaucoup de travail avec le métier, avec les équipes terrain, pour avoir des solutions pertinentes. Et enfin, on a pu utiliser Microsoft Azure. Donc, comme vous l'avez vu, ça nous a permis d'accélérer sur pas mal de sujets en prenant les briques déjà disponibles. Et puis, ça met de la cohérence dans tout ça. Ça évite de se disperser sur différents outils. Ce que je retiendrai surtout, c'est que l'accélérateur, c'est bien, mais si vous n'avez pas un peu la vision de comment vous allez y aller, il ne faut pas accélérer trop vite tout de suite, mais plutôt bien prendre le temps de réfléchir à quelle est la finalité, quel but vous voulez atteindre, mettre un peu de stratégie dans tout ça et se servir après avec les bonnes personnes d'Azure comme accélérateur. Je ne sais pas si tu as un mot de conclusion, mais en tout cas, nous, on a fini et on a tenu notre timing, ce n'était pas gagné. Merci à tout le monde d'être venu. Si vous avez des questions, on a un stand qui est juste là. C'est Lenza. Jean-Marc sera encore un petit peu avec nous
et pourra répondre à vos questions ou on pourra creuser certains points si ce n'était pas clair. Passer très vite sur certains sujets vu le timing qu'on a. Je vous remercie.